nos débatteurs, nous sommes toujours avec Karim Zerebi, Jean-Claude Dacier. On salue l'arrivée de Catherine Tricot, bonsoir, de la revue Regard. Et avec Éric Zemmour, bonsoir Éric, éditorialiste et écrivain. On va parler peut-être, allez, pour commencer, de football féminin. Je sens que ça va vous plaire, Éric Zemmour. C'est un succès, encore un score d'audience splendide hier pour le dernier match des Bleus contre le Brésil. 10,6 millions de téléspectateurs sur TF1, 1,3 million sur Canal+, près de 12 millions de téléspectateurs. Alors, les Français sont-ils des veaux ou aiment-ils tout simplement le football, qu'il soit masculin ou féminin, Éric Zemmour? Non, c'est pas du football. C'est quoi alors? Non, il faut être sérieux. Non, si vous me dites les gens aiment bien soutenir la France dans n'importe quel sport, je vous dis oui. Parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas d'audience pour les autres matchs. Si vous me dites, c'est ce que j'ai écrit dans le Figaro Magazine, c'est pour ça que je suis admiratif devant l'efficacité d'un système de propagande qui fait prendre du football féminin pour du football. Moi, je suis admiratif. Franchement, l'efficacité de la propagande médiatique et consumériste, et c'est ce que j'ai expliqué dans mon papier, c'est l'alliance, enfin, on est dans Jean-Claude Michéa, c'est-à-dire qu'on est dans l'alliance du marché et du progressisme sociétal, en l'occurrence féministe. Moi, je suis béat d'admiration devant l'efficacité de propagande du système. Donc les Français sont des veaux, c'est ce que vous nous dites ce soir. Les Français ils adorent ce truc pour rien, en fait. Exactement. Alors que c'est du joli foot pour moi, du joli sport. Mais vous connaissez rien au foot. Pas plus que vous. Voilà, plus que moi, moins que moi. Non, ça c'est sûr. Non, mais parce que j'ai fait ma petite enquête. Et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ceux qui trouvent ça bien, c'est ceux qui connaissent rien au foot. Ceux qui n'aiment pas le foot, ou qui s'en foutent. C'est le cas de le dire. En fait, il y a eu une évolution. En 98, on a amené des gens, en gros les élites et les femmes, qui détestaient le foot et qui méprisaient le foot. Et on en a fait un objet de consommation extraordinaire. Et là, c'est la deuxième étape. À l'américaine. C'est-à-dire que, exactement. Et là, c'est plus du foot, mais on garde les mêmes gens qui regardaient en 98 et qui croient voir du foot encore. Donc, non, franchement, c'est pas sérieux. Je crois qu'il y a une part de curiosité. Non, Jean-Claude, spécialiste de foot, alors là, incontestable. Bon. Mais 12-13 millions, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais je crois qu'il y a un vrai phénomène de curiosité. Qu'est-ce qu'elles vont être capables de faire? Mais mon Dieu, quel est le spectacle qu'elles vont pouvoir nous offrir? Ah ben, c'est pas si mal. Sur le fond, je suis pas loin d'être d'accord avec mon camarade Zemmour. Surtout hier soir, c'était pas terrible. Non, mais je vous assure. Elles sont pas au mieux, mais il se passe quelque chose quand même. Elles sont généreuses. Parfois, c'est magnifique. Et ben voilà. Et il y a une alliance. Derrière, il y a quand même, il n'a pas totalement tort. Il y a derrière, comment dire, le tsunami féministe qui nous envahit. Et le marché. Il faut ouvrir des marchés. Le marché, je sais pas si ça ira très loin. Parce que la recette sera, à mon avis, la Coupe du Monde terminée. Même si on la gagne, ça ne peut pas se comparer au football que tu connais et que tu aimes. Mais, bon, le marché, je le laisse un peu de côté. Je crois que c'est quand même une démarche sympathique. Curiosité à la base. Et dit, c'est pas si mal ce qu'elles font. Et puis, il y a quand même, mesdames, mesdemoiselles, la volonté de démontrer que le féminisme est là, se porte bien de mieux en mieux et qu'on est aussi capable, quand on est femme, de jouer au football. Ce qui est peut-être partiellement vrai. Ce qui est peut-être totalement vrai. Peut-être totalement faux aussi. On peut en débattre. Mais si, on est capable de jouer au football. Peut-être qu'on ne joue pas exactement le même football que celui des hommes. Mais c'est peut-être une façon de jouer au football. Enfin, il faut quand même ouvrir les yeux. Moi, j'ai un gamin qui est encore au collège. Au collège, je l'ai interrogé. Il me dit, les filles jouent avec nous au foot. C'est-à-dire que tout le monde joue ensemble. C'est-à-dire que c'est une réalité nouvelle qui est arrivée. Non, mais c'est tant mieux. Pourquoi les filles ne joueraient pas au foot? Madame. Que ça fasse évoluer le football. Mais attendez, cher monsieur, le football lui-même a évolué. C'est-à-dire qu'on ne joue pas aujourd'hui au football comme on jouait au football en 1940, 1950. J'ai un mari qui est extrêmement amateur de football, qui me raconte l'histoire du football. Moi, je ne suis pas amateur. Mais ce que je sais, c'est que le football, il évolue. Il évolue en fonction de... des considérations techniques, tactiques. Vous avez tout à fait raison, madame. Et donc là, en l'occurrence, les femmes vont introduire une autre façon de jouer au football. Et c'est tant mieux. Les femmes peuvent jouer au football. Je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Non, c'est pas un combat, Je vous dis, j'ai perdu d'avance. Je suis admiratif devant cette efficacité. Je suis admiratif. Donc, mais il faut pas appeler. Vous savez, les mots ont un sens. Oui, absolument. C'est du football. Le football. Les femmes jouent au football. Non, ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Elles jouent pas au football. C'est pas du football. Mais c'est pas grave. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans. Je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Oui, je suis désolé. Je vous assure
vous assure, chère madame. Oui, mais je pense que il faut regarder les matchs. Des stéréotypes de genre, c'est une fille, ça fait de la danse et ça fait pas du football. Chère madame, mais oui, mais les physiques ont une influence. Vous savez, les stéréotypes sont la sagesse millénaire des êtres humains. Que le genre existe, ça c'est une chose. Non, le sexe existe, pas le genre. Le genre, c'est une invention. Que le sexe existe quand même, ça ne veut pas dire que les femmes jouent au football comme les hommes, ni que les hommes font de la danse comme les femmes. Sauf que les hommes et les femmes peuvent faire de la danse et du football. Je ne leur interdis nullement de jouer au football. Non, mais on vous remercie. Mais qu'on n'appelle pas ça du football. Alors, parce que vous dites que tout le monde médiatique est dans le même sac, hein, le gouvernement français, Madame Schiappa, les télévisions, les médias, les annonceurs publicitaires, que tout est une espèce de spirale positive. Propagande. Non, il faut appeler les chats un chat. Propagande. Mais on nous vend quoi alors? Tu n'obliges pas les téléspectateurs à se planter. Mais si, non. Ce serait, si c'était possible, ce serait facile. Mais je te signale 10-12 millions de personnes qui viennent s'asseoir et regardent le match, ça se fait pas sous la contrainte. Est-ce que j'ai dit que c'était la contrainte? On n'oblige pas les gens à venir. Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe? Non. Mais peut-être que ça leur plaît, que ça les intéresse, que ça correspond au moment et au temps. Peut-être que ça correspond à la société. Pourquoi ils ne regardent pas les autres matchs? Ils ne regardent que les matchs de l'équipe. Parce qu'il n'y a pas l'équipe de France qui t'intéresse la France. Non, mais c'est intéressant, accordez-moi ça. Mais tout à fait. Moi, vous savez, quand il y a un match Hollande-Espagne, quand c'est un match de foot masculin, parce qu'on est obligé de préciser, ils voient leur société. Je regarde. Ce que je pense, c'est qu'ils voient leur société. Donc, on n'aime pas tous les matchs, on n'aime que l'équipe de France. Oui, c'est d'abord le support de l'équipe de France, évidemment. Bref, c'est la discussion. J'espère qu'on va parler d'autre chose. C'était juste l'entrée en matière. Karim, un petit mot là-dessus. Moi, je connais pas trop le football, mais je suis ancien footballeur professionnel, mais je connais pas trop le football. Bien votre nous et votre ironie. Et avec d'autres d'ailleurs, anciens collègues qui commentent le foot aujourd'hui. On est très nombreux à trouver que cette équipe de France, elle a une qualité technique, elle a une qualité physique qui est surprenante. Et quand on parle des États-Unis, alors n'en parlons pas, parce qu'effectivement, c'est l'équipe, depuis le début de cette Coupe du Monde, qui est au-dessus. Et d'ailleurs, ce soir, il y a Espagne-États-Unis, et le vainqueur de ce match rencontrera notre équipe nationale. Alors, il est vrai qu'il y a un engouement national, mais il existe aussi pour les garçons. Vous savez, tous les autres matchs de la Coupe du Monde, lorsque ce n'est pas l'équipe de France qui joue dans une Coupe du Monde masculine, ne sont pas suivis avec autant de ferveur que lorsque c'est notre équipe. Bien sûr, mais là, personne ne regarde les autres matchs. L'autre fois, je disais sur ce plateau que ça me rappelait les prémices, effectivement, de ce que je voyais quand j'étais gamin. Dans les années 70, quand vous aviez une Coupe du Monde, donc vous aviez des scores très importants. Vous aviez des fois des 6-0, des 7-0 en Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous ne les avez plus. Non, excusez-moi, il n'y avait pas de 6-0 dans les années 70. Mais bien sûr qu'il y avait des 6-0. Vous confondez avec les années 50. Ah non, pas du tout, parce que je suis né un peu plus tard après vous, et donc du coup, je n'étais pas né dans les années 50. Excusez-moi, je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde dans les années 60. Je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde dans les années 50 parce que je n'étais pas né. En réalité, il y avait des petites équipes à l'échelle mondiale qui prenaient des cartons. Et aujourd'hui, moi, cette Coupe du Monde féminine, elle me fait penser à ce que je vivais quand j'étais gamin, avec des écarts de qualité, avec un football qui va progresser parce qu'il va y avoir des centres de formation et autres. Très franchement, cette équipe féminine, elle a de la qualité footballistique. Dire le contraire, c'est ne rien comprendre au football. Ou c'est vouloir faire le buzz, pour faire le buzz avec une vision encore néoconservatrice, expliquer que le foot féminin n'a pas sa place. Mais tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'on se régale. On ne serait pas 12 millions sinon. Cher monsieur, d'abord, pour vous préciser qu'en 1970 et en 1974 et en 1978, en Coupe du Monde, il n'y a quasiment pas de petites équipes pour la bonne raison qu'on joue à 16 équipes. Et donc, il n'y a que des grandes équipes, à part une ou deux. C'est pas vrai. Mais si, à part la Corée du Sud qui bat l'Italie en 66, ou à part... Il y a une ou deux petites équipes, et ils prennent pas de carton. Les téléspectateurs aillent regarder sur Internet, ils auront tout. Et ils quand ils veulent. Comme d'habitude, quand ils veulent, monsieur, quand ils veulent, ils vont sur Internet et ils regardent. Bien sûr. Et ils regardent. Bon. Vous confondez avec les années 30 et 50, mais c'est pas du tout. Mais si. Et deuxièmement, si vous avez envie de faire plaisir à tout le monde. Je comprends que vous disiez que c'est magnifique, qu'elle joue très bien, qu'elle joue comme Pelé en 70. C'est très bien. Si on n'est pas sur vos positions, c'est qu'on a envie de faire plaisir. Mais si ça vous avez envie... Non, mais si vous avez envie de vous soumettre... Je comprends. C'est facile, mais c'est tellement reposant de se soumettre à la doxa dominante. C'est tellement reposant, mais vous avez raison. Si on ne passe pas comme Éric Zemmour, ça veut dire soit qu'on ne comprend rien, soit qu'on va faire plaisir. Ou les deux. Mais les deux sont pas impossibles. Ça s'appelle la démocratie. Les deux sont pas impossibles, cher monsieur. Sébastien Ferjou, un mot sur le foot féminin. Moi, j'ai joué au football.
passe à autre chose. Moi aussi, j'ai joué au football toute ma vie. Alors, vous avez joué au football ou pas, Jean-Sébastien? Quelle est la question surtout? La question, c'est est-ce que quelle le est foot la féminin... question sous-jacente? Qu'est-ce qu'on est en train de dire sur la société française par Il y a un engouement ailleurs? mondial, une espèce de... Voilà, encore une fois, mais là, le match ici porte sur quoi, en fait? Le match du soir. Est-ce que les femmes peuvent jouer au football? Féminin, je veux dire, quelle est la conclusion qu'on en tire? Même si les filles, ou même si ces filles-là jouaient moins bien, ou qu'elles jouent très bien, quelle conclusion en tirons-nous sur la société française? C'est là où je... Alors la vôtre, c'est quoi votre conclusion, Jean-Sébastien? Comme je ne sais pas justement ce qui vous anime les uns et les autres. Jean-Sébastien a pris le débat en cours. Donc on a d'un côté, moi, qui dit... On a une équipe qualitative, on la suit parce que c'est l'équipe nationale, on est fiers de nos couleurs. Mais il y a aussi de la qualité footballistique. Quelle est la conclusion qu'on en tire sur le rôle ou la place des femmes de manière générale dans la société française? Et en face, il y en a qui disent, mais tout ça c'est de la fabrication, par rapport à un contexte de société. Tout ça est nul en réalité. Compris, mais si on y met autant de passion... Très bien résumé. Si on y met merci. Au moins on est d'accord sur le point. Au moins vous m'avez compris, moi, c'est déjà ça. Ça ne m'avait pas échappé, mais ma question était, au-delà du football en tant que tel, qu'est-ce qui nous anime ou qu'est-ce qui vous anime en parlant de ça? Quelle conclusion on en tire sur les femmes quand elles ne sont pas en train de jouer au foot? C'est-à-dire que c'est une nouvelle place des femmes, c'est un nouvel espace qui est conquis par les femmes. Un espace dans lequel elles n'avaient pas droit de citer. Voilà, c'est tout. Elles peuvent maintenant faire du football. Et d'ailleurs, je relevais dans ce que vous disiez que l'équipe américaine est la première équipe de ce que je crois savoir professionnelle, mais c'est aussi parce que aux États-Unis, la question d'avoir des équipes de femmes, notamment à l'université, a été extrêmement portée par le combat féministe. Et c'est comme ça qu'elles ont réussi à s'imposer. Je vais même vous dire plus. Aux États-Unis, il y a plus d'adhérentes que d'adhérents au football. Mais madame, il y a moins d'adhérents hommes au soccer. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour les Américains, le sport d'homme, c'est le football américain. Oui, j'entends bien. Donc de toute façon, le foot, c'est un sport de fillettes pour eux. Donc qu'il y ait des filles qui jouent, c'est tout à fait normal. Non, mais c'est vrai que c'est pas le sport numéro 1 aux États-Unis. Peu importe, il n'empêche qu'elles ont occupé cet espace et elles prouvent qu'elles sont capables de le faire très bien. Jean-Michel Aulas, le président, donc, le président de Lyon, pays a son histoire. Joue et fait jouer une équipe féminine de très haute qualité depuis 10 ans. Ah oui. Donc c'est pas une affaire qu'on a découvert avant-hier avec l'équipe de France. C'est, je dirais pas un aboutissement, c'est un progrès qui fait que l'équipe de France le record de victoire en Europe. De là à dire que c'est une équipe magnifique, mon cher Karim, tu pousses le bouchon pour le plaisir de la polémique. Mais c'est mon avis. Alors Jean-Sébastien, Votre erreur, c'est de comparer aux garçons. Mais bon. Ben oui. C'est votre erreur majeure. Vous vous plantez. On a un sport. Mais c'est là où vous vous plantez. On a un sport ancestral pour les garçons. Oui. Ils ont toujours pu y jouer depuis la nuit des temps. On a un sport qui est nouveau pour les femmes, qui ne pouvaient pas trouver leur place, les petites filles, parce qu'on leur disait tu joueras pas avec les garçons. Et aujourd'hui, on a une qualité de football. Reconnaissez-le. C'est pas vrai. Elles ont toujours joué avec les garçons. Je suis sûr que elles n'ont plus envie de jouer à ce sport-là. Éric Zemmour, qui prétendait avoir joué au football, vous mettez en face, elles vous explosent. Au nombre de jongles, physiquement, elles vous explosent, ces filles. Oui, mais indépendamment. C'est une réalité, ça vous fait pas plaisir. Ça fait un peu trop sincère, mon cher ami. Non, mais indépendamment de ça, c'est vrai. Faites du cirque. Indépendamment de ça, c'est certainement très bien que si des jeunes filles ou des femmes ont envie de jouer au football, elles puissent y jouer et qu'il n'y ait pas de contrainte. Je sais bien, Eric, que ce n'est pas ce que vous dites. Mais par ailleurs, je me demande ce que ça dit du combat féministe. Parce qu'un autre point, là on ne parle pas de foot. Non mais regardez, par exemple en Norvège, qui est le pays qui a le plus investi en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a moins de femmes ingénieurs qu'il n'y en a au Vietnam ou en Indonésie, pays pourtant musulman par ailleurs, et pays peut-être qui est une économie moins avancée ou moins riche, quoi qu'il en soit, que la Norvège. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que réellement le combat féministe, c'est de considérer que les hommes et les femmes doivent être dans des rôles sociaux parfaitement indifférenciés? Je ne suis pas certain que les femmes gagnent tant que ça. Non mais pour aller au bout de ma pensée, quand on les empêche de faire quelque chose, je trouve ça très bien qu'elles se battent, et pas seulement des femmes d'ailleurs, mais que chacun se mobilise pour empêcher des discriminations qui n'ont pas lieu d'être. En revanche, je ne suis pas certain qu'à tout prix vouloir faire en sorte que les hommes et les femmes soient réduits au même rôle fasse gagner grand-chose à la société en général. C'est pas le débat du football. Mais c'est le débat du football. Mais Eric, je pense, pardon Karim, je pense que c'est un peu le sous-titre du débat que vous avez, en tout cas au moins chez mon voisin. C'est le débat de la différenciation. Moi personnellement, c'est la liberté de la
femme de pouvoir jouer au football au haut niveau. On est bien d'accord. Elle n'a jamais été empêchée. Après, vous pouvez faire toutes les thèses idéologiques derrière que vous voulez, conservatrices, alors, machin et tout. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on n'a jamais fait cette polémique sur le handball, sur le basketball. Pourquoi la faire sur le football? Alors là, c'est une bonne question, mais parce que je pense les filles jouent magnifiquement au handball. Parce que c'est un nouveau territoire. Là, je pense que c'est intéressant. Vous avez posé une bonne question. Je me suis posé la même question. Pourquoi il n'y a pas de polémique autour de ça? Il n'y a pas de polémique parce que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que la différence se voit moins. Je ne sais pas pourquoi. À quel niveau? Je pense au niveau physique, technique, je pense que là, la différence est... Le handball, c'est hyper physique. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. La différence se voit moins. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas de réponse. Non, il se trouve que c'est un sport qui est le premier sport mondial. C'est un terrain qui était totalement dominé par les hommes et qu'on voit apparaître les femmes. Mais oui, absolument, il y avait que des hommes. Non, mais si personne ne s'en plaint, si il y a les femmes qui avaient envie de pouvoir. Personne ne se plaint que maintenant les femmes puissent. Ah non, mais je ne sais pas. Personne n'a. J'ai pas cru entendre ça. Encore une fois, ce que je vivais quand j'étais gamine dans des équipes de garçons où la fille était une extraterrestre. Quand elle était acceptée, c'était déjà un exploit. Or, on lui disait, c'est pas ta place. Aujourd'hui, toutes les petites filles qui se régalent, qui applaudissent, qui vibrent derrière notre équipe de France, vont pouvoir jouer au football. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Inattendu. Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs Jean-Claude Dacier, Karim Zerebi, Catherine Tricot, Jean-Sébastien Ferjou de la revue Atlantico qui nous a rejoint et Éric Zemmour. On va évoquer cette action qui a été menée hier dans une piscine municipale à Grenoble. Une dizaine de femmes vêtues de burkini soutenues par une association, Alliance Citoyenne. Elles ont revendiqué le droit de se baigner dans ce maillot de bain très couvrant. Vous le savez, ça a fait l'objet de nombreuses polémiques il y a 2 étés, je pense, notamment sur les plages. Tout ça soutenu donc par une association. On va écouter l'un des membres de cette association qui explique pourquoi cette action a été menée. La question de la religion, c'est une fausse question qui vient étouffer le débat de fond. Le débat de fond qu'on aimerait avoir aujourd'hui, c'est rien n'interdit à ces femmes de se baigner avec un maillot de bain couvrant. Le défenseur des droits dit que c'est une discrimination de les laisser rentrer. L'Observatoire de la laïcité dit que si on les empêche de rentrer dans les piscines, c'est simplement pour des raisons d'hygiène et de sécurité, jamais au nom de la laïcité. Voilà le débat où on veut qu'il ne se situe pas sur des questions d'intégrisme. C'est pas du tout. Hier dans la piscine, il y avait 7 femmes, certes en maillot de bain couvrant, mais il y avait des femmes en bikini, il y avait des hommes, des femmes en maillot de bain une pièce, et tout ce petit monde était ensemble dans la piscine pour défendre les droits des femmes de se baigner comme elles le souhaitent. Catherine Tricot, ça n'a rien à voir avec la religion? C'est pas une question de religion, comme le dit le membre de cette association? Évidemment que c'est une question de religion. Enfin, moi, ça me paraît évident que ces femmes qui revendiquent de se baigner en burkini, elles le font pour des questions religieuses. Moi, je ne partage pas ce combat. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose de porter... Donc vous condamnez? Non. Ah bon. Non, je ne condamne pas. Okay, je ne partage pas. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que ce sont des femmes qui revendiquent, s'expriment, émettent leur opinion comme des citoyennes, et je ne vois pas pourquoi elles ne le feraient pas. Ça me paraît tout à fait légitime de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut leur opposer des arguments et pas des arguments d'autorité. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec elles. On a le droit de penser que là, en l'occurrence, c'est le règlement de la piscine. Oui, bien sûr, mais ce qu'elle conteste, c'est ce règlement mais bien sûr, mais ce qu'elle conteste en vérité, c'est ce règlement de la piscine. Et donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Elle conteste quelque chose et je trouve tout à fait bien que ça puisse être débattu. Parce qu'en fait, de fait, ça interdit à un certain nombre de femmes de venir à la piscine. Moi, je pense que ce n'est pas un bon combat, mais ceci étant, ce que je pense, c'est qu'il faut le gagner avec des arguments et pas avec simplement des arguments d'autorité, de règlement, etc. Voilà. Et je trouve ça bien qu'elles s'expriment comme des citoyennes, c'est-à-dire qu'elles expriment une revendication avec une association. Éric Zemmour, c'est pas une question religieuse? Oui, chère madame, j'ai cru pendant 30 secondes que je serais d'accord avec vous. Mais non. Et j'ai compris au bout d'une minute que je ne le serais pas. Parce que, en fait, vous maniez l'oxymore. C'est-à-dire que vous dites c'est une affaire de religion, et après, vous dites elle s'exprime en citoyenne. Sauf que être citoyen français dans la République française depuis la Révolution française, c'est justement mettre la religion dans le privé et ne pas en faire un argument politique. Moi aussi, je suis désolé. Mais moi, je suis désolée, monsieur Zemmour, mais vous avez une interprétation de la laïcité. Non, c'est pas une interprétation. Non, je suis désolée. La laïcité, c'est chacun a le droit de vivre sa religion. La laïcité, c'est chacun peut vivre sa religion. On va laisser s'exprimer Éric Zemmour, religion chrétienne comme il vous a laissé exprimer. Allez-y. Merci.
La laïcité, madame, ce n'est pas seulement la liberté religieuse. C'est la liberté religieuse, vous avez tout à fait raison. Mais en France, je dis bien en France, la laïcité, c'est aussi la discrétion religieuse. Et c'est le fait que chacun est libre, c'est la liberté individuelle, mais c'est aussi la liberté de la nation, de l'État, par rapport à cette religion. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de religion dans l'espace public. C'est ça la laïcité à la française. Absolument, madame. Non, absolument. Désolée, il y a eu un dévoiement. Monsieur, okay. Et vous êtes l'idiot utile. Ou l'idiote utile, si vous préférez. Ça vous dérange pas. Non, mais c'était une formule toute faite. Donc je cite Lénine, vous connaissez ça par cœur. Absolument. L'idiot utile des islamistes, en disant d'un côté, c'est une question religieuse, évidemment, puisque l'islam ne distingue pas entre la foi, entre la croyance, entre la spiritualité et le système juridico-politique. Donc c'est évidemment une action politique qui se fonde sur la religion, parce que la religion musulmane, et c'est tout le problème aujourd'hui, refuse de faire ce distinguo entre la foi, la spiritualité et le système juridico-politique. Donc là, c'est une action entre politique. Le privé et le public. Pas de différence entre la mosquée, la plage, une action politique. Mais c'est une évidence. Une évidence, une action politique fondée sur une religion qui ne connaît pas de distinction entre la foi et la politique. Jean-Sébastien Ferjou, sur cette action coup de poing menée hier, coup de poing non, je retire, sur cette action menée hier à la piscine de Grenoble. Je pense qu'on ne peut pas le résumer à l'action de citoyenne, dans la mesure où c'est une action soutenue par les frères musulmans, et où l'une des femmes présentes à Grenoble est une femme très impliquée dans justement ce mouvement-là. Donc c'est un projet politique, c'est un projet politique visant à imposer un certain modèle à la société française. Après, moi, à mon sens, autant l'État est laïque, autant la société peut ne pas l'être. En revanche, je pense qu'on a parfaitement le droit de dire qu'il y a des différences entre certains systèmes de croyances ou de pensée. Si demain, imaginez, je ne sais pas, on ravivait un culte maya et qu'on faisait des sacrifices humains, est-ce qu'on dirait c'est la liberté religieuse? Il y a des citoyens mayas qui veulent pouvoir pratiquer leurs sacrifices humains dans leur coin. Donc à un moment, c'est prendre un exemple extrême. Oui, peut-être. Oui, mais pardon, mais les questions de principe, elles ne dépendent pas de degré. Les questions de principe sont des questions de principe. Non, mais là, en l'occurrence, c'est pardon, madame. Pardon, soit vous êtes d'accord avec le fait qu'effectivement, on a le droit de contester un système de pensée dans la mesure où on considère qu'il s'écarte des valeurs qui sont les nôtres, ou vous considérez qu'on accepte tout. Mais il ne peut pas y avoir de juste milieu parce qu'un principe ne se divise pas. Donc maintenant, sur ces femmes-là, au-delà de ce qu'elles souhaitent faire, elles peuvent le faire dans une piscine privée si elles veulent. Moi, je considère en plus qu'au-delà du fait d'imposer un projet politique, c'est insultant pour tous ceux et celles qui les entourent, parce que c'est considérer que leur corps, pour un homme comme d'ailleurs peut-être pour une femme qui les regarderait, et que nous serions tous des espèces de créatures incapables de maîtriser leurs instincts. Parce qu'à quoi renvoie le burkini, à quoi renvoie le voile, ça n'est pas un signe simplement de respect vis-à-vis de Dieu, c'est pour montrer ce que le corps de la femme est, et c'est pour montrer ce que soi-disant la physiologie de l'homme est. Donc il n'y a pas de raison d'accepter ça dans la société française, dans une piscine publique. Pardon, ça sert même à rien, cette discussion. Il a raison. Mais cette discussion même ne sert à rien. C'est simplement une volonté de visibilité politique. C'est-à-dire, pour les frères musulmans, montrer une islamisation croissante de la France et des paysages français, s'inscrire dans l'imaginaire français comme la nouvelle religion française qui doit s'imposer aux autres dans l'espace public. C'est un projet politique bien pensé. Et face à cela, il n'y a que de la faiblesse et du laxisme et de la fausse tolérance. On va écouter ce que dit Zineb El Razoui, qui intervient régulièrement sur l'antenne de CNews et qui a lancé une vague, en tout cas, sur Twitter avec un message vidéo que je vous propose d'écouter. L'exécutif risque de confier la gestion de l'islam en France à des islamistes notoires et de leur conférer ainsi une légitimité républicaine. L'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France, association créée par Hakim El Karoui et Tarek Oubrou, est l'association pressentie pour remporter ce marché. Cette association compte dans ses rangs de nombreux membres ou proches de l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, qui n'est rien d'autre que la branche française de l'Organisation des frères musulmans. Pour faire barrage aux frères musulmans, nous pouvons tous faire quelque chose. Cet été, pas de vacances pour les frères musulmans, faisons leur barrage.
Donc évidemment, Jean-Sébastien Ferjou, on est là dans une démarche politique de Zineb El Razoui qui dit barrage aux frères musulmans, notamment dans leur volonté de peut-être régir l'islam de France. Oui, il faut rappeler ce qu'est le projet des frères musulmans. En effet, c'est de considérer qu'il ne peut pas y avoir que l'islam a vocation à être dominant dans l'ensemble des sociétés où il est présent. C'est ça le fond du projet des frères musulmans. Donc après, qu'une énorme majorité de musulmans français ne se préoccupe que d'assez loin de ce combat-là, même s'ils peuvent avoir des revendications de visibilité, même s'ils peuvent avoir peut-être des frustrations sociologiques qui du coup en viennent à s'exprimer sur ce terrain-là, ça ne change rien à la réalité du projet des frères musulmans en lui-même, qui est chimiquement pur et parfaitement décrit quand on lit les ouvrages de ses fondateurs ou des intellectuels qui continuent à vouloir faire avancer ce projet-là. Vous avez un pourcentage non négligeable, je l'ai oublié dans le détail, 75% de musulmans qui considèrent que leur religion, leur loi, la loi coranique, est supérieure à la loi de la République. Ça pose un petit problème. Non, c'est pas 75%. Chiffre de la... C'est pas 75%. Non, mais j'allais corriger, madame. Oui. J'allais corriger. Moins. C'est 60%. Enquête de l'Institut Montaigne. Oui. Il y a à peu près trois grosses parts, entre 25 et 30% pour chaque. La première part dit la loi de la République est supérieure à la charia. La deuxième part dit la loi de la République est supérieure, mais il faudrait qu'elle fasse des concessions. Et la troisième part dire la charia est supérieure à la République. Donc on est sur parmi un les jeunes, tiers. Un tiers. Oui, J'ai pas dit le contraire. Et parmi les jeunes de 18 à 24 ans, la part de ceux qui disent la charia est supérieure à la République monte à 50%. D'accord. Et là, pareil, on est sur un projet politique des frères musulmans, comme le dénonce Zineb El Razoui. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion, il l'annonce. Et donc comment on le combat? Et donc, mais madame, c'est... Mais madame, d'abord, on décide de le combattre. Ah, mais absolument. Et moi, je suis absolument de ceux qui le combattent. Bon, très bien. On sera ensemble au moins, c'est déjà ça. Non, je ne veux pas être avec vous parce que... Vous voyez, ça commence mal. Oui, parce que la stigmatisation des musulmans, c'est-à-dire le fait de les mettre dans un sac, c'est-à-dire de considérer qu'ils sont... On parle de l'islam, madame. Moi, je ne parle pas des musulmans, je parle de l'islam. Il y a un projet politique de l'islam. Oui, un projet. Je regrette, mais les musulmans ne sont pas tous alignés derrière les frères musulmans. J'ai jamais dit ça. Oui, et bien donc il n'y a pas à les mettre dans un sac. Et il y a je ne mets personne dans un sac. Personne la façon. Rassurez-vous. Personne ne veut mettre dans un sac. Bon, écoutez, personne, madame. Mais vous savez, votre discours depuis tout à l'heure est tout à fait clair aux uns et aux autres. Là, je trouve que nous sommes physiquement en face. Vous avez parlé de cette affaire comme si elle était emblématique de quelque chose qui concerne le monde musulman. Mais je regrette. Non, je regrette. Elle est emblématique de dizaines. Madame, elle est emblématique de... Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Allez-y. Non, comment? Allez-y. Elle est emblématique de dizaines et de dizaines de quartiers en France aujourd'hui qui sont islamisés et qui sont sous la coupe de la charia déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant des dizaines de quartiers en France, c'est des quartiers islamisés. Bah si, c'est pas de ma faute. Non, mais par exemple... Mais des innombrables banlieues. Il y a toutes les ZUP, déjà tous les quartiers dits sensibles. Mon Dieu, pitié, c'est affreux ce que vous racontez. Vous ne connaissez rien. Les flics disent la même chose. Tous les rapports parlementaires disent la même chose. Vous savez, c'est assez simple. Oui, écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je veux dire... Il y a 350 quartiers dits sensibles. Oui, et ces 350 quartiers, vous pensez qu'ils sont islamisés? Enfin, vous racontez, vous délirez complètement. Malheureusement, non. Sur ce que dit Zineb El Razoui à propos des frères musulmans. J'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention. Vous avez noté, pas religieusement, mais laïquement. Donc je n'ai coupé personne. Je suis sûr qu'au bout de 20 secondes, je vais être coupé de toutes parts. C'est ça qui est un peu compliqué dans ce genre de débat. Mais non, même pas 30 secondes, donc 3 secondes. On a un cocktail là, depuis tout à l'heure. Donc tout est ressorti. Les 8 femmes dans la piscine, la MIF de Hakim El-Karaoui, ancien conseiller politique de Jean-Pierre Raffarin, il faut quand même le préciser au passage. Il ne vient pas des quartiers de je ne sais pas où, donc énarque. On parle de l'étude de l'Institut Montaigne. Enfin, je veux dire, cocktail. Et moi, personnellement, j'ai une règle là-dessus. Il y a des règles dans notre pays. Les règles qui régissent notre pays, ce n'est pas les règles de Jean-Sébastien Ferjou, Éric Zemmour ou Karim Zeribi, c'est les règles de la République de la laïcité. Sur cette piscine que nous avons vue, est-ce que les femmes enfreignent les règles? La réponse est oui. Elles ont tort. Est-ce que cette association est dans son droit de militer comme elle le fait? Et en plus, je suis très gêné, c'est un garçon qui prend la parole pour parler des filles. Elles sont assez grandes pour s'exprimer elles-mêmes. Donc ça, c'est grave. Mais
Et troisième question, est-ce que l'État s'apprête à donner, ce que dit Zineb El Razoui, la gestion de l'islam de France à des gens proches de l'UEF? Je vais être frustré parce qu'effectivement, je ne pourrais pas dérouler mon propos, mais ce qu'on a entendu, c'est abominable. Il y a 6 millions de musulmans dans notre pays. Avec le cocktail qu'on vient d'entendre, on a l'impression que la République est en danger et qu'elle vacille parce qu'ils vont préférer l'islam et la charia donc aux lois de la République. Or, ces 6 millions de musulmans que je sache, respectent les lois de la République dans leur immense majorité, que nous devions combattre quelques groupuscules radicaux, à l'évidence oui, que nous convaincre l'intégrisme, à l'évidence oui, mais qu'on nous explique sur ce plateau tranquille que quelqu'un qui a jamais mis un pied dans un quartier sensible nous explique que tous les quartiers sont gangrénés par l'islam, par les frères musulmans, par la charia, mais c'est hallucinant. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a des gens qui nous écoutent, il faut être sérieux. L'identité républicaine que défend Zemmour, c'est pas l'identité républicaine à la française que moi je défends. Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des règles dans notre pays. Et porter un foulard, ça n'est pas interdit par la laïcité, c'est interdit dans les services publics, c'est interdit dans certaines conditions, mais ça n'est pas globalement interdit. Se baigner avec un burkini, le Conseil d'État a cassé des arrêtés municipaux. C'est pas moi le Conseil d'État, c'est une instance qui est bien supérieure à Zemmour pour parler de République. Elle a dit non, vous n'avez pas le droit, c'est un espace ouvert qui est public, elles ont le droit si elles veulent le faire. Et ça n'est pas un acte politique, c'est la liberté de la femme. Le féminisme, c'est aussi respecter la liberté de la femme. Quand elle veut montrer son décolleté, elle doit pouvoir le faire. Quand elle veut porter un foulard, elle doit pouvoir le faire. Porter la burqa est interdit dans notre pays. Donc il faut respecter la loi. Mais porter un foulard, ça ne l'est pas. Que ça plaise ou non. Là, on a un combat politique. Mais quelque part, ceux qui donnent de l'eau au moulin des gens qui sont en face de moi, c'est les radicaux. Ils existent parce qu'il y a une poignée de radicaux. Et ils veulent nous faire croire, pour exister encore plus, que ces radicaux sont majoritaires. Ils ne le sont pas. Arrêtez de faire peur et d'être dans l'hystérie. Est-ce qu'il y a un projet politique mené aujourd'hui par les frères musulmans dans notre pays, oui ou non? Mais à n'en pas douter, il y a des gens qui ont un projet politique. La question, c'est de savoir, est-ce que ces gens sont majoritaires dans la communauté musulmane ou est-ce qu'ils sont ultra-minoritaires? Moi, je la connais, la communauté musulmane. Je vis dans les quartiers nord de Marseille. Je suis musulman moi-même, donc ils sont ultra minoritaires. Et les premiers qui me mettent en difficulté, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui sont musulmans, laïcs et républicains. Nous représentons l'immense majorité de la communauté. Arrêtez de faire croire aux Français que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Arrêtez de faire croire aux Français qu'il y a un projet politique derrière chaque musulman. Ça n'est pas le cas. C'est insupportable. Sur un ton plus serein de ces questions-là. Peut-être qu'on peut se parler sur un ton plus serein de toutes ces questions-là. Mais à condition qu'on ne dise pas n'importe quoi. Excusez-moi, mais je veux dire, à un moment donné, il faut lui mettre des frères musulmans en face. Ils s'entendront, parce que c'est fonds de commerce contre fonds de commerce. Moi, je suis républicain laïque. J'aimerais bien que l'identité française qu'il défend ne soit pas une identité française étriquée, que ce soit une identité républicaine et laïque. La République et la laïcité nous permettent de vivre tous, quelle que soit notre liberté de conscience, si nous en respectons les règles. Alors, votre réponse là-dessus? C'est ça la réalité. J'aime bien. On nous a fait le débat sur les prénoms. Karim, laissez-le répondre. Laissez-le répondre. À chaque fois, il y a une polémique nouvelle. Je ne sais pas qui est hystérique ici, mais enfin bon. Bah non, je suis passionné, moi, et plein de convictions. Mais vous avez tout à fait raison d'être passionné, c'est très bien. Votre réponse. Pour apaiser la nation. Mais ben oui, c'est bien. Mais c'est pas parce que vous savez, vous répéterez comme un mantra. Les expressions des lieux communs post-68 art et antiracistes sur le vivre ensemble, sur la République, sur la laïcité, tous ces mots qui ont été dévoyés depuis 30 ans. Quand vous dites le Conseil d'État a autorisé, vous avez tout à fait raison. Il dit qu'il a cassé des arrêtés. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur. Simplement, moi, j'estime, et j'ai beaucoup écrit là-dessus, que le Conseil d'État lui-même a dévoyé la laïcité depuis 30 ans. Non, le Conseil d'État a dévoyé la notion de République. Absolument, monsieur Zemmour. Vous êtes l'incarnation de la République. Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai une conception de la République traditionnelle, de la Troisième République. Le Conseil d'État, non. Non, le Conseil d'État a basculé. À la poubelle. Oui, non, pas à la poubelle du tout. C'est un vrai combat politique. Non, ils sont les alliés objectifs des frères musulmans, absolument. C'est le Conseil d'État. Monsieur, si vous pouvez pas vous exciter comme ça, c'est parce que... Éric Zemmour, on va faire une petite pause, le temps que tous les esprits se reposent. Mais moi aussi, monsieur. Éric Zemmour, gardez votre énergie tous les deux. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline sur CNews avec nos débatteurs. On parlait de cette question de la place de la religion dans notre société. Éric Zemmour, vous disiez qu'il y a une islamisation de certains quartiers. Évidemment, thèse démentie par Catherine Tricot qui dit travailler dans certains de ces quartiers. Quelle preuve, encore une fois, pouvez-vous nous apporter, Éric Zemmour? C'est très simple, c'est tous les témoignages des gens qui, d'abord, des policiers, des pompiers, qui ne peuvent plus aller travailler dans ces quartiers, qui sont caillassés en permanence, des médecins qui sont agressés.
agressés, des boutiques halal partout, des jeunes filles en jupe qui se font insulter et qui se font interdire, des cafés interdits. Je veux dire, mais c'est même une banalité, c'est même pas... Il n'y a rien à dire, c'est connu, c'est vu, c'est archivé. Est-ce qu'il y a une solution? C'est ce que dit Boualem Sansal lui-même, vous savez, le grand écrivain algérien, il dit ce sont des républiques islamiques en herbe. Voilà, c'est tout, je ne peux pas dire autre chose. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une façon de vivre ensemble? Mais on ne vit pas ensemble. Les Français non musulmans ont fui justement cette islamisation. On ne vit pas ensemble. Personne ne veut vivre ensemble. Personne. Oui. C'est un mythe, ça, le vivre ensemble. On l'a inventé parce que justement, il n'y avait plus la chose. Face à face, voire côte à côte, comme disait Gérard Collomb, quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, constat qu'il a fait au dernier moment. La difficulté, si vous voulez, avec Éric Zemmour, c'est qu'il prend des bouts de vérité. Et parce que moi, je peux partager effectivement qu'il y a des dérives, des comportements radicaux. Une femme qui ne veut pas se faire soigner par un homme, c'est scandaleux, c'est anti-républicain, c'est pas conforme à nos principes et tout ce que vous voulez. Et il met ça au même niveau que les boucheries halal, qui est une démarche commerciale qui répond à une population qui mange de la viande halal, comme on a des boucheries cachères, des machins et tout. Monsieur Zeribi, excusez-moi. Une boucherie halal, c'est du commerce. 10 boucheries halal, c'est une colonisation. Mais s'il y a 10 boucheries halal, c'est parce qu'il y a des clients. Absolument. Monsieur Zemmour. Donc ça s'appelle, et donc il n'y a plus de boucherie. À part les boucheries halal, ça s'appelle une colonisation. Est-ce qu'un commerce est là pour répondre à une clientèle? Mais oui. C'est bien le sujet. Est-ce que c'est un délit le fait qu'il y ait des musulmans qui décident de manger halal? Est-ce que c'est un délit dans le pays qu'il y ait des juifs qui mangent cachère? Est-ce que c'est un délit dans le pays de gens qui veulent manger du cochon? Mais Dieu merci, on est encore libre de manger la viande qu'on a envie de manger. On ne peut pas manger de cochon dans d'innombrables quartiers, monsieur. Pardonnez-moi encore une fois. On ne peut pas manger de cochon et on ne peut pas ne passer... Et on ne peut pas ne pas faire ramadan dans de nombreux quartiers sans se faire casser la figure. Je vais parler avec moins de passion. Il faut le dire, si vous voulez me laisser parler, je parlerai avec moins de passion. Mais quand vous dites il n'y a plus de boucherie qui vendent du cochon, qui a mis en place cette politique de peuplement? Les gens ont décidé de se parquer dans des cités en France. Ils ont décidé. C'est un choix. Les attributions de logement, c'est eux qui se les font eux-mêmes. Oui, monsieur, les gens aiment bien, et c'est tout à fait humain, vivre avec les gens qui sont proches de soi. Excusez-moi, non, mais si vous que les politiques publiques d'attribution de logement, d'assignation en résidence ont été choisis par ceux-là même qui n'arrivent plus à sortir des quartiers alors qu'ils voudraient en sortir. Alors monsieur Zeribi, je vais vous dire pire. Vos logiques sont effrayantes. Je vais vous dire pire, moi. Effrayantes. De tout temps, les immigrés sont venus rejoindre leurs frères. C'est pour ça qu'on a Little Italy, qu'on a Little China, etc. Laissez-le parler. Je peux finir. Laissez-le parler. Je peux finir. Est-ce que dans les HLM, il y a toujours eu des quartiers italiens. Si vous me laissez finir mon deuxième argument, vous aurez votre réponse. D'accord. Et deux, à partir du moment, vous savez, Benjamin Constant disait, tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Donc, à partir du moment où le nombre fait son affaire, les autres, les Français de souche, les Français d'origine italienne, espagnole, etc., fuient ces quartiers qui sont islamisés. Et donc, il n'y a plus que des musulmans qui, là, crient au ghetto. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'aujourd'hui... Encore une fois, ça vous échappe, ça vous fait pas plaisir. Il y a l'immense majorité des musulmans de ce pays qui sont respectueux des règles, qui ne vivent pas sous la charia, qui respectent la République, monsieur Zemmour. La laïcité, monsieur Zemmour. Ça vous parle, ça? Laïcité. Ou vous voulez inventer la laïcité? Parce que peut-être que vous avez une nostalgie d'une France qui n'existe plus. Je peux vous dire que la laïcité, il n'y a pas beaucoup de gens qui la respectent. Républicaine et laïque, monsieur Zemmour. Justement, républicaine et laïque. Les 6 millions de musulmans, à part quelques groupuscules que nous devons combattre. Bien sûr, et je le dis avec fermeté. Mais la République, aujourd'hui, et la laïcité sont respectées par l'immense majorité des musulmans. Et vous le savez très bien. Seulement, vous avez un fonds de commerce qui est bâti depuis quelques années sur la théorie du remplacement, le danger, la charia. Vous employez des mots forts, des mesures qui ne veulent rien dire. Parce que vous êtes tellement dans la surdimension du phénomène. Si vous parlez de fonds de commerce, je m'en vais. Mais c'est un problème. Non. Donc moi, c'est simple. Vous n'allez pas encore mesurer J'ai le droit d'avoir des idées. La police des mots, vous n'avez pas la faire. S'il vous plaît, j'ai le droit d'avoir des idées. Vous avez un fonds de commerce. J'ai le droit d'avoir des idées, ne vous déplaise. S'il vous plaît, en plus, c'est la réalité. Comme mon fonds de commerce, c'est la réalité. Alors, Catherine, un dernier mot là-dessus. On passe à un autre sujet. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que pour l'essentiel, les gens de ces quartiers, ce qu'ils demandent, c'est l'égalité. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir un système scolaire qui soit de même qualité qu'ailleurs. Ils voudraient avoir un système de transport dans lequel il n'y a pas un bus tous les 25 minutes qui s'arrête
s'arrête à 19h le soir. Ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir avoir des espaces publics de qualité. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir des logements qui soient rénovés et entretenus. S'ils ne les avaient pas détruits, ça serait mieux. Non, ce qu'ils voudraient, exactement. Ce qu'ils voudraient, c'est l'égalité. Ce qu'ils veulent, c'est l'égalité républicaine. C'est ça qu'ils attendent. Je vais vous dire, chère madame, tout le problème, et d'ailleurs c'est un problème qui se pose à des immigrés, je dirais, sincères, qui veulent vraiment assimiler la culture française, et il en existe. Tout le problème, c'est que plus il y a d'immigrés, et plus le nombre détruit ce pourquoi ils sont venus. Ne vous en déplaise, l'immense majorité sont des Français. Oui, enfin, je peux parler, monsieur. Est-ce que je peux parler? Mais vous le regardez comme des immigrés. Avoir une carte d'identité, monsieur, avoir une carte d'identité, ce n'est... Je peux finir. Avoir un papier français, ça ne veut pas dire être assimilé à la France. Autant pour vous que pour eux. Absolument. Vous faites du révisionnisme républicain. Si vous voulez. Vous avez une conception qui est détournée. La réalité, c'est que votre identité républicaine, vous voulez y mettre une connotation ethnique et religieuse. Pas du tout. Elle n'en a pas, l'identité républicaine. Il y a une connotation, que ça vous plaise ou non. Il y a une connotation culturelle. Et si on refuse la culture française, l'histoire de France, on n'est pas français. L'identité républicaine est avant tout politique. Pas du tout. Avec des valeurs universelles. Liberté, égalité, fraternité. Ça n'a rien de culturel. C'est le contraire. Mais vous je vous le dis. C'est pas grave. Et la laïcité, il en est. Mais voyons, allez, vas-y. C'est une construction et c'est tout est inventé. Mais c'est une histoire qui se fait. La liberté de conscience. Le sujet de la PMA, on va écouter Sylviane Agacinski, philosophe, qui était interrogée ce matin chez nos amis de France Inter. Écoutez ce qu'elle dit sur la différence entre la GPA et la PMA. Moi, je ne me place pas à la place du législateur. Je dis réfléchissons, je pose des questions et je parle d'ailleurs d'abord aux femmes. Je dis les femmes doivent d'abord s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de construire de manière artificielle, de provoquer de manière artificielle la naissance d'un enfant qui sera a priori privé et de géniteur et de père. Voilà, alors, est-ce que quelqu'un est choqué par ce que vient de dire Sylviane Agacinski? Éric Zemmour. Mais cette dame parle d'or. Absolument, oui. J'ai absolument rien à ajouter. Elle parle de la PMA et de la GPA. Elle parle de la PMA. Non, mais le problème de l'intervention d'Agacinski que j'ai écouté ce matin... Je vous passe la parole dans une seconde, pas de problème. Éric Zemmour là-dessus. Simplement, cette femme parle d'or. Elle a tout compris. Il y a une volonté évidente, depuis le début d'ailleurs, depuis le mariage dit pour tous, homosexuel, depuis d'ailleurs le Pacs, il y a une volonté de déconstruire la structure familiale traditionnelle et l'ordonnancement des sexes pour la fameuse théorie du genre. Donc ça continue. On a eu le Pacs, on a eu le mariage homosexuel. C'était écrit qu'on ait la PMA pour les femmes. Et demain, au nom de l'égalité, le Conseil d'État dira qu'il faut la GPA. Et le droit à fonder une famille... Et tout ça remboursé par la Sécurité sociale. C'est-à-dire que les gens rembourseront les caprices des uns. C'est magnifique. Le droit à fonder une famille, c'est un caprice? Non. C'est pas un droit fondamental? Le droit de fonder une famille, c'est tout à fait un droit fondamental. En revanche, le droit d'acheter un enfant, c'est pas un droit fondamental. Alors, Catherine Tricot. Non, mais ce que je pense, c'est que là, depuis tout à l'heure, on est dans une continuité du discours. Absolument. Je vous remercie de souligner ma cohérence intellectuelle. Absolument. Votre cohérence, c'est que les femmes ne doivent pas jouer au football parce que ça ne fait pas partie du genre féminin. Et maintenant, le problème de la famille, c'est qu'on déconstruit la famille. Comme s'il y avait un éternel de la famille. Oui, madame. Mais non, il n'y a pas... Oui, madame, il y a. Non, il n'y a si, pas... Madame, Mais non, monsieur. Si. Excusez-moi, mais la famille, si vous voulez savoir, c'est qu'au XVIIe siècle et au XIXe siècle, ça n'a rien à voir. La famille, elle se constitue... J'ai l'impression de rajeunir avec vous parce que c'est tous les lieux communs des années 70 que vous portez. Donc c'est assez agréable. Oui, vous avez la parole. Terminé. La construction de la famille, elle se fait au XIXe siècle. Et l'idée que les hommes et les femmes se marient ensemble par amour, c'est une construction tout à fait récente. Oui, par amour. Par amour, c'est tout à fait... vous avez raison, c'est le XIXe siècle. Absolument, c'est le XIXe. L'Église le propose depuis le XIIe, chère madame. Allez-y. Donc au XIXe siècle, on commence à construire l'idée de la famille qui n'est pas simplement une communauté d'intérêt, mais aussi une relation amoureuse entre des hommes et des femmes, et qu'aujourd'hui, cette idée continue d'évoluer, et que ce sont deux personnes qui s'allient par amour. Et donc, il peut y avoir deux hommes qui se mettent ensemble par amour, et deux femmes qui se mettent ensemble par amour. Mais le problème n'est pas que des gens... Donc la famille n'est pas plus que la culture française, la famille n'est un éternel. Et donc là, en l'occurrence, c'est ça qui est en jeu. Pardon, madame, mais le sujet n'est pas celui-là. À mon sens, le sujet n'est pas que des gens aient envie de vivre ensemble par amour, qu'ils aient envie de construire des familles par amour, parce que c'est évidemment
parfaitement respectable. Le sujet, c'est quand on parle de droit à l'enfant, ça n'est pas la même chose que le droit de l'enfant. Et vous ne pouvez pas contester. Pardon, vous ne pouvez pas contester. Bah si, là. Non, il n'y a pas de droit à l'enfant. Non, pardon. Remboursé par la sécurité sociale. Non, ce n'est pas un droit à l'enfant. Vous avez le droit de défendre la ligne d'argument consistant à dire que les enfants qui sont nés de PMA ou qui sont nés de GPA n'ont pas de problème. Vous avez le droit de le défendre. Vous avez le droit de considérer que les adoptions ne provoquent jamais aucun problème. Vous avez le droit de considérer que jamais des enfants ne se préoccupent de leurs origines biologiques. On a le droit de vous répondre que c'est faux et que la question se pose dans un certain nombre de cas. Si, c'est exactement la question qui se pose. Non, il n'y a pas de droit à l'enfant. Le sujet n'est absolument pas que des couples homosexuels puissent avoir des enfants. Il y a des tas de gens qui se sont organisés de tout temps autrement. Le sujet, c'est l'effacement absolu du père ou de la mère en fonction des cas. C'est de nier le fait que ça existe, qu'il y a deux pôles, un pôle masculin, un pôle féminin, qui sont importants dans la construction d'un être, même si ça n'est pas par la présence physique, mais au moins dans la référence. Vous ne pouvez pas nier que la famille est à la fois une construction sociale, personne ne songe à le nier, c'est aussi une réalité biologique. Jean-Claude Dacier et après Karim. Moi, je m'interroge toujours sur le fait qu'on autoriserait donc les couples homosexuels femmes à avoir un enfant, dans des conditions qui restent à définir, mais en gros, on aura le droit de recherche des origines, on aura un business qui va vite se construire autour de la capacité à obtenir le sperme en question. L'alliance du marché et du progressisme féministe. Très rapidement, on posera peut-être quelques interrogations, mais il vient d'où le sperme? C'est qui? Moi, je suis contre cette... Oui, non, mais vous êtes contre, on y va tout droit. Et deuxièmement, il faut que vous m'expliquiez, vous qui êtes contre toute discrimination, comme moi d'ailleurs, comment vous pouvez refuser aux hommes homosexuels d'avoir des enfants ce que vous autorisez pour les femmes? Alors, là, il y a quelque chose qui m'échappe complètement, et je vous mets au défi de me répondre, chère madame. Parce qu'on est en pleine discrimination. Laissez la réponse, Jean-Claude. Non, on n'est pas en pleine discrimination. Ce que je pense, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un enfant quand on est un homme. C'est-à-dire que la seule solution, c'est de louer, d'acheter. Donc je suis mais comme les femmes. Exactement comme les femmes, c'est pareil. Vous achetez le sperme, c'est la même chose. Non, excusez-moi, ça n'a... Non, d'abord, on n'achète pas. Excusez-moi. D'abord, on n'achète pas le sperme, premièrement. Deuxièmement, non, on n'achète pas le sperme. En France, il n'y a aucune vente des produits anonymes et gratuits. Donc on n'achète pas donc on n'achète pas. Et donc la seule solution pour des hommes d'avoir un enfant, c'est d'avoir recours à la GPA. C'est-à-dire au fait qu'une femme va porter un enfant. Et bien avec ça, je suis totalement opposée. Mais ça n'est pas la même chose. Mais vous l'aurez quand même. Mais non, Karim, un dernier mot. Moi, je vais me faire des ennemis des deux côtés parce que, un, je ne suis pas pour le statu quo et deux, je ne suis pas pour l'égalitarisme. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que le mariage pour tous incarne un peu ma vision. La notion de mariage, pour moi, elle était sacrée. Elle avait une dimension de sacré. On aurait dû faire l'union civile en donnant des droits à des couples homosexuels, mais ne pas appeler ça mariage. De manière un peu obsessionnelle, on a voulu appeler ça mariage au nom de l'égalitarisme. Là, il en est de même. Est-ce qu'on peut m'assurer que la PMA ouverte à des femmes ne sera pas la porte ouverte à la GPA demain pour tous? Moi, je voudrais qu'on me l'assure. Si on ne me l'assure pas, ça me pose un souci. Parce que je ne suis pas pour des mères porteuses qui demain marchandent le droit à l'enfant. Je ne suis pas favorable à ça. Et même si demain... La question de l'affiliation se pose aussi avec la PMA. La question des origines se pose aussi. Mais pour moi, c'est... Non, mais le père n'a aucune importance. Sébastien. Non. Le spermatozoïde, c'est pas le père. Le spermatozoïde, c'est pas le père. Non, vous avez terminé, Karim? Non, parce que Jean-Sébastien pose le sujet. C'est sûr que l'enfant souhaitera pas avoir la mère. Pourquoi la mère ne serait pas seulement celle qui élève? La mère, c'est celle qui élève. Le père, c'est celui qui élève. Les parents, ce sont ceux qui... Bien sûr que c'est ça. Donc il n'y a plus de biologie du tout. Et là, nous arrivons au terme de ce débat. Karim, le mot de la fin. Si on nous affirme qu'il n'y aura pas une PMA qui ouvrira la porte à la GPA, pourquoi pas? Vous avez la réponse pour le droit à la filiation. Je suis pour le droit à la filiation. Karim Zeribi. Un point, vous allez voir, ça va être amusant. Quand il y a eu le Pax, Madame Guigou, ministre de la Justice à l'époque, a dit le mariage homosexuel, jamais. Quand il y a eu le mariage homosexuel, François Hollande a dit la PMA, jamais. Quand il y a la PMA, Emmanuel Macron dira la GPA, jamais. Vous y croyez encore? Allez, merci à tous les cinq d'avoir participé à ce débat passionné dans Punchline. Tout de suite, c'est l'heure des produits avec Pascal Praud. Bonne soirée sur notre antenne. Si, j'y crois. Bien sûr.